Bonjour, bienvenue, merci d'être là si nombreux pour nous écouter. Donc je vais commencer par vous présenter notre activité qui n'est pas forcément traditionnelle pour un média traditionnel, à travers un peu l'activité du développement numérique, le service dont je m'occupe. L'idée c'est de vous présenter un petit peu quelles sont les évolutions de la stratégie numérique d'Arte au regard des derniers projets et de ce que l'on a envie de faire dans les prochains mois. Il y a deux axes assez forts dans notre activité de développement numérique. Tout d'abord, c'est refléter l'évolution d'Arte qui passe de chaîne de télévision franco-allemande à média global européen, c'est-à-dire que Arte utilise le numérique à la fois pour diffuser plus largement au-delà de la France et de l'Allemagne, mais également utilise le numérique pour proposer des programmes originaux pensés pour le numérique et qui ne sont pas simplement du replay de ce qu'il y a à l'antenne. Donc ça fait des années que Arte le fait, ça fait plus de 10 ans, mais c'est important d'avoir en tête ces deux aspects-là, que le numérique est à la fois un outil pour notre distribution, d'accès au programme, mais également de création, d'innovation, alors que ce soit par la production d'œuvres interactives comme Arte le fait depuis des années, depuis 2006-2007, mais ce soit également par la création de programmes qui sont pensés pour des plateformes qui ne sont pas celles d'Arte. Je pense aux réseaux sociaux, aux plateformes vidéo, je pense aux plateformes de jeux vidéo aussi, à la réalité virtuelle, qui ne sont pas les univers propriétaires d'Arte, mais sur lesquels nous proposons des offres originales, innovantes. C'est en ça que aussi la stratégie numérique reflète l'activité d'Arte. Arte, sa mission est d'innover et d'encourager la créativité française, allemande et européenne pour proposer une offre culturelle différente, diverse, afin de rassembler les peuples. C'est vraiment ça la mission d'Arte au départ, donc c'est toujours intéressant et important de l'avoir en tête. Donc notre objectif, voilà, deux axes importants, enrichir l'expérience de l'antenne et la rendre accessible sur l'ensemble des plateformes, et également proposer une offre originale, innovante, en phase avec les usages actuels et des usages qui vont arriver. On va parler de réalité virtuelle tout à l'heure, évidemment. Donc le premier axe qui est de éditorialiser correctement les programmes d'Arte sur les différentes plateformes, ça passe évidemment par proposer nos programmes sur notre plateforme, donc notre site, notre appli, mais aujourd'hui on se concentre évidemment énormément sur les réseaux sociaux. Vous le savez comme moi, les internets qui proposent des milliards de pages, des milliards de sites, en fait se ferment de plus en plus à certains sites. Pour ne pas les nommer, YouTube, Google, Facebook, certains réseaux sociaux qui sont énormément utilisés, mais qui de moins en moins laissent la possibilité aux internautes de s'extraire de ces sites-là. Donc notre logique, si on veut rendre accessibles nos programmes, c'est également de comprendre les usages sur ces réseaux-là et de proposer des programmes ou en tout cas des offres en phase avec ces usages. Donc autour de programmes de l'antenne, comme les documentaires par exemple d'histoire ou d'investigation du mardi soir, nous imaginons des remontages, des formats qui sont adaptés à ces usages-là, donc notamment un début très fort, un programme qui se comprend sans le son, et du coup on va lancer la vidéo juste pour que vous compreniez. Donc là je peux parler par-dessus et vous pouvez suivre à la fois un petit peu mon discours et un petit peu la vidéo, et tout ça pour dire qu'on travaille sur ces formats-là qui commencent très fort, qui sont en vertical, donc c'est plus facile à aller voir sur mobile que sur un grand écran comme ici, et qui permettent de comprendre une partie, ou en tout cas un fil narratif du documentaire, parce qu'en une minute ou deux, on ne peut pas raconter une somme de 9 fois 52 minutes, comme la série documentaire sur le Vietnam, mais qui permettent en tout cas de rentrer dans les usages de Facebook, des réseaux sociaux. Donc voilà un exemple d'un programme que l'on peut proposer autour d'un documentaire de l'antenne, ou en tout cas d'une case de l'antenne. Et c'est également notre ambition autour d'autres genres, que ce soit la fiction du jeudi soir ou le cinéma du dimanche soir, de proposer à chaque fois une réécriture qui colle à certains usages. Donc là, on a pris l'exemple de Facebook, mais ça peut être aussi sur Instagram, ça peut être également sur d'autres plateformes. On va avancer puisqu'on n'a pas trop de temps. Hop. Dans les usages également, vous le savez, de plus en plus, Facebook, alors avant le watch, mais déjà avec le live, pousse l'interactivité avec les fans, les audiences, grâce à des vidéos en direct, donc le Facebook Live que vous connaissez bien. C'était intéressant pour nous, Arte, puisqu'on a très peu de programmes en direct à l'antenne, du fait de notre structure franco-allemande,
le fait qu'on diffuse beaucoup de documentaires, peu de magazines ou peu d'émissions de plateau. Finalement, le live pour nous est utile puisqu'il permet de reprendre contact avec les publics et de renouer finalement un échange assez direct. Et on essaie également de les développer. Donc là, à l'occasion d'un événement qui était la sortie de la saison 2 de Tumour à moins bête, donc l'adaptation de la BD de Marion Montaigne en programme court humoristique pour l'antenne. Et donc là, c'était un échange avec Marion Montaigne qui répondait aux fans et qui leur répondait aussi en dessin en direct. Donc il y avait à la fois une offre très simple de questions-réponses, mais on a essayé de proposer un supplément de créativité en ajoutant la partie dessin en direct. On va encore un peu plus loin sur la partie réseaux sociaux avec le fait de proposer vraiment, et c'est le deuxième axe dont je vous parlais tout à l'heure, de proposer vraiment des programmes qui sont pensés pour les réseaux. Et donc là, c'est complètement dissocié de l'antenne. Ce programme dont je vais parler n'a rien à voir avec l'antenne, il n'a pas été diffusé à l'antenne. En revanche, il est totalement dans la ligne éditoriale d'Arte puisqu'il est innovant, il est créatif et il s'adapte totalement à des usages. Donc là, pour le coup, Instagram, on a sorti au mois de juin notre premier feuilleton BD sur Instagram, donc c'est une coproduction avec Bigger Than Fiction. Le projet, c'est vous pouvez aller sur le compte été Arte, voir une bande dessinée qui se déroule en fait chaque jour, un nouvel épisode sous forme de bande dessinée, mais qui est posté dans les codes d'Instagram avec des formats vraiment adaptés à Instagram. Et la petite subtilité, puisque maintenant la série est finie, c'est que au bout de 60 jours, dans la mesure où Instagram, on peut le suivre du mois de juin au mois d'août, mais si on arrive au mois d'août, qu'on a entendu parler d'été à la fin de la série, en fait, si on lit la série dans l'autre sens, elle raconte une histoire aussi. La figure de style qui s'appelle le palindrome, qui s'adapte à été aussi, qui se lit dans les deux sens. Et donc là, c'était la petite subtilité qui permettait aussi de comprendre que Instagram, on a saisi le fait qu'on peut regarder dans un sens et dans l'autre, et on peut raconter des histoires dans les deux sens, et ça apporte également un supplément en termes de narration. Donc ça a été assez intéressant pour nous de tester ce format qui a été un succès. On a gagné, on est parti d'un compte à 0 fan, on est arrivé à 80 000 assez vite. Et du coup, on a envie d'en faire d'autres, évidemment, face à ce succès. Donc, au-delà de la partie réseaux sociaux, la production de programmes numériques qui sont adaptés aux usages et qui proposent aussi de l'innovation est intéressante pour nous. J'ai mentionné Blow Up parce que c'est un programme qui a bientôt 10 saisons et qui est important pour nous parce qu'il n'est pas un exemple de programme interactif où on rajoute plein d'effets divers et variés, mais c'est un programme de vidéo simple, mais avec un ton et une façon de raconter le cinéma, donc c'est un magazine autour du cinéma, avec une façon de le raconter qui est vraiment adaptée en fait à l'écriture du web, des réseaux sociaux, une sorte d'écriture qui est notamment celle du mashup ou du carambolage, on va dire, entre les différents genres de cinéma, les différents auteurs, les différents réalisateurs. Et c'est un exemple important parce que la partie magazine est pour nous aussi nécessaire pour fidéliser un public, pour installer des marques. Et donc c'est également pour cela que je cite Blow Up. Et à côté de ce magazine-là, on a un magazine sur les cultures geeks qui s'appelle Beats, un autre sur les séries télé qui s'appelle Épisode. Donc cette offre récurrente est quelque chose aussi pour nous assez crucial. Et l'objectif de ces offres récurrentes aujourd'hui, c'est qu'elles soient adaptées de plus en plus à des usages sur les différentes plateformes. Blow Up est énormément vu sur YouTube, on a dépassé les 10 millions de vues sur YouTube. Épisode est énormément vu sur Facebook et ainsi de suite. Donc on ne se contente pas uniquement d'attendre les internautes sur le site d'Arte, on va à leur rencontre sur ces plateformes-là. La partie immersion, donc vous la connaissez assez bien, je pense. Arte, depuis des années, travaille sur les écritures interactives, donc les documentaires interactifs depuis 2006-2007, les fictions interactives, le jeu vidéo depuis 2012-2013, et la réalité virtuelle depuis quelques années également. Je vais commencer par le jeu vidéo pour vous présenter un projet qui s'appelle Homo Machina, qui reflète assez bien ce que l'on fait dans le jeu vidéo. Donc notre but, évidemment, c'est pas de faire FIFA 19 ou Call of Duty 26, mais c'est vraiment d'imaginer comment le jeu vidéo peut à la fois faire connaître un projet, par exemple littéraire, là on va en parler avec Homo Machina, mais un projet culturel peut le faire connaître à des publics qui n'iraient pas voir un documentaire de 52 minutes, qui n'iraient pas forcément n'iraient pas se plonger
dans une somme sur tel ou tel sujet. Et donc là, cet exemple, c'est Homo Machina, qui est un jeu vidéo d'exploration qui met en valeur le travail d'un Allemand, ça tombe bien pour Arte, d'un docteur des années 30 qui a dessiné, imaginé le corps humain comme une sorte de mini-usine dans laquelle on a des petits bonshommes qui travaillent dans chaque organe pour faire en sorte que le corps humain fonctionne bien. Donc il a imaginé ce fonctionnement-là de l'être humain avec évidemment les responsables de l'usine dans le cerveau, et puis dans chaque organe, on a des petits bonhommes qui s'activent à faire en sorte que chaque organe fonctionne correctement. Donc c'est intéressant à plusieurs titres. C'est à la fois une œuvre littéraire et même graphique. C'est un petit peu Fritz Kahn, un petit peu le précurseur des infographies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Également, c'est aussi le reflet d'une période des années 30 et de la vision du monde dans la société. Et également un sujet qui s'adapte plutôt bien à un jeu vidéo, puisque on peut très bien imaginer la façon dont on va devoir résoudre quelques énigmes pour faire en sorte que le cœur fonctionne bien ou le pancréas, ainsi de suite. Donc ce projet-là, en plus de cela, pour nous, il est intéressant puisque c'est une coproduction franco-allemande. Donc on essaie de susciter la créativité dans les deux pays. Donc du coup, là aussi, à travers les modalités de coproduction, c'est intéressant pour nous aussi de voir qu'on peut faire émerger du jeu vidéo en France, en Allemagne, et avoir un jeu plutôt de bonne qualité. Et donc voilà, ce jeu sortira début 2018 dans la veine des jeux qu'on a sortis précédemment sur la typographie comme Typewriter, pour ceux qui s'en souviennent, ou sur l'univers de Philippe Cadic avec Californium. Je parle de Californium puisque hier, vous avez peut-être vu, on a diffusé Blade Runner, plus un documentaire sur Philippe Cadic. Ça a été pour nous l'occasion de remettre en avant notre jeu vidéo sur cet univers-là. Je passe assez vite, donc je bascule sur la réalité virtuelle. Donc, depuis des années, donc ça fait à peu près 4 ans que l'on travaille sur la réalité virtuelle, à la fois sur des documentaires, sur de la fiction, sur du jeu vidéo également. C'est venu pour nous assez naturellement, cette plongée dans ce type de narration, puisque ça correspond en fait à un croisement, ou en tout cas une interjonction de différents sujets sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années. Je vous ai parlé du documentaire interactif, du jeu vidéo, de la fiction interactive, et en fait tous ces univers, les producteurs qui travaillent sur ces sujets, et nous aussi, les questions qu'on se pose, nous ont amené assez naturellement sur la réalité virtuelle, et c'est pour ça qu'on s'est plongé assez vite dans cet univers, puisqu'on pense qu'il y a des histoires qui peuvent se raconter de façon assez forte pour ces casques de réalité virtuelle. On va avoir la bande-annonce d'Altération, qui est notre deuxième fiction coproduite avec Okyo. Now I'm going to count to 3, and you'll dive back in. 1, 2, 3. Is it over? What are you talking about? The girl, Elsa, the experiment. Calm down. Calm down. Charlie! Charlie, what's wrong? There's only... You know what I mean? Wake up! Wake up! How'd you sleep? Not enough. Altération, en fait, nous raconte l'histoire de Alejandro, qui est un étudiant qui a trouvé un moyen de gagner de l'argent assez facilement, puisqu'il devient cobaye un petit peu pour des expériences scientifiques, d'études des rêves, et il ne se rend pas compte que petit à petit, on va lui introduire une intelligence artificielle, Elsa, un des personnages, dans ses rêves. L'expérience va mal tourner, et je vous laisse voir la suite sur notre application. Là, ce qui est intéressant dans ce projet, donc c'est à la fois un univers très d'anticipation, donc ça colle plutôt bien aux premiers publics qui sont déjà sur les casques de réalité virtuelle. Et ensuite, ce projet-là nous a permis aussi de réfléchir à des écritures en réalité virtuelle qui ne plongent pas nécessairement l'utilisateur du casque à la première personne, puisqu'au tout début, on s'est dit, voilà, ce qui est intéressant, c'est d'être à la première personne et d'explorer un lieu ou une narration. On l'avait fait avec Philippe, la première fiction, on l'a fait dans plein de documentaires. Mais là, on est dans un point de vue omniscient, et ça permettait aussi de réfléchir à d'autres écritures, à voir comment différents personnages évoluaient autrement qu'avec le point de vue
à la première personne. Hop là, je vais aller un peu vite. Également dans la réalité virtuelle, on continue naturellement à explorer les documentaires à travers des documentaires expérimentaux comme Planète Infinie, qui est un film assez fort à avoir sur casque de préférence, qui nous plonge dans un monde dans lequel seules quelques espèces ont survécu. Donc c'est à la fois une écriture très onirique, mais également réalisée de façon très originale, avec beaucoup de macros, des timelapses, donc visuellement c'est très très fort. Cet exemple, l'image ne montre qu'un tout petit extrait. Tout ça pour dire que les documentaires, ça reste évidemment important pour nous en réalité virtuelle. On essaie d'aller au-delà de la simple découverte d'un lieu dans lequel on n'irait pas. On en a fait beaucoup, on continuera à en faire, mais l'exploration de l'infiniment loin avec les pôles nord-sud, on a proposé différents documentaires. On va essayer d'aller même en écriture un petit peu plus loin que juste avoir un point de vue dans un lieu, s'immerger dans un lieu uniquement. Évidemment, l'écriture, le point de vue d'un auteur est pour nous très important. Vous avez peut-être entendu parler d'une série documentaire qui s'appelle Arte Trips, dans laquelle on va plonger les spectateurs, ou en tout cas les utilisateurs, dans différents tableaux très connus. C'est une série documentaire qui va arriver petit à petit. Un premier exemple a été l'exploration d'un tableau qui s'appelle La Tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch, dans laquelle le spectateur s'immerge et comprend un peu mieux justement l'intention de l'auteur grâce à la réalité virtuelle. Donc pour nous aussi, rendre accessible la culture, une culture classique, patrimoniale, avec des outils nouveaux, c'est pour nous intéressant, notamment parce que ça permet de à la fois toucher d'autres publics, mais aussi de comprendre un peu mieux les intentions des auteurs ou des artistes classiques. Je passe très vite sur Arte Radio parce qu'on a beaucoup de choses à dire et je voulais vous montrer un peu la diversité de ce que l'on fait, mais n'hésitez pas à télécharger l'appli Arte Radio, donc qui existe depuis quelques années et qui propose de plus en plus de contenus, notamment récurrents, des podcasts sur différents sujets. Là, j'ai mis en avant Les Braqueurs, qui est une série documentaire sur des repentis, braqueurs repentis, qui nous racontent un petit peu comment ils procédaient et en quoi ça consistait. Et c'est assez fort. Enfin, le montage, le témoignage est vraiment très fort. Et avec Les Braqueurs, on se rend compte que finalement, l'image n'est pas forcément nécessaire tout le temps. Et il suffit de fermer les yeux pour s'imaginer très bien comment ils ont procédé et tous les enjeux qu'il y avait derrière. Et je finis par les fictions et les programmes courts parce que notre rentrée, elle est marquée par ces programmes-là. Ça reste pour nous un axe important. J'ai parlé beaucoup d'interactivité, de projets très innovants, notamment sur les réseaux sociaux, les casques de réalité virtuelle ou autres. Le programme en vidéo, évidemment, est pour nous important puisqu'il permet toujours de proposer des points de vue d'auteur, des narrations originales et également, évidemment, de se divertir. Donc les deux derniers exemples, ça va être Loulou qui est déjà sorti, donc on va juste voir la bande-annonce rapidement. Oui, attends, je comprends pas, tu prends la pilule? Oui, je prends la pilule et puis parfois je la prends pas. Depuis quand on fait confiance à un truc de labo pharmaceutique? C'est de l'arnaque totale, ça c'est pas du tout fiable. Oh putain, c'est de la poudre. Ah, c'est du curry, c'est du curcuma. C'est fou ce truc. Moi, je veux te dire, avec ce qu'elle a bu ce week-end, à mon avis, ça tiendra pas. Ça accroche pas. Elle va pas s'accrocher. C'est sûr, vas-y, va se barrer le pied. Je crois que je vais le garder. Qui? Si ça se trouve, il est né d'une levrette sans âme, un matin gris. C'est horrible. Je suis nul. C'est ma loulou, je serais pour lui. Je vais apprendre à ramasser les marrons, couper le poulet, à hisser la grand voile. Elle sait pas qui est le père. Je crois que je vais gerber là. On relâche toutes les tensions, toutes les angoisses. Libère-toi. Regarde-moi, là t'es pas avec moi. Là t'es pas avec moi. Ça, c'est une grande boucle. Hein. C'est le cycle de la vie, hein. C'est l'histoire du monde. Voilà, donc un exemple de série aussi que l'on continue de développer qui permet d'être présent aussi sur des plateformes comme YouTube ou même les différents réseaux sociaux et qui aussi apporte un ton original sur un sujet pour le coup millénaire. Un autre projet qui s'appelle Dawaland, alors qui sort dans quelques jours et on va finir là-dessus. Je vous présente un épisode en avant-première et puis ensuite je ne sais pas s'il y a des questions-réponses. Ouais, j'écouterai vos questions et j'y répondrai si je peux. Merci. Mon nom à moi, c'est Eustache, mais tout le monde m'appelle Tatache. Mais Rabat Tatache. Salut chef. Mon rêve à moi,
moi, c'est de devenir un gros badass, un mec fou allié avec des idées de malade. Et pour ça, il me faut un programme sérieux. Première étape, l'hygiène alimentaire. Bam! Pétage d'estomac en famille, les mecs. Je te pointe la sauce samouraï d'un geste connaisseur. Mais là, d'un seul coup, je vois un habitué, il est en train de se vider un pot de harissa dans son sandwich. Ok, mon gars, je relève ton défi buccal. C'est parti pour Dawaland, l'histoire d'un mec gentil qui voulait devenir un badass. Bam! Allume la broche, patron! J'ai déjà chaud, j'ai la goutte au front, et si je veux prouver que j'ai des tripes de badass, il faut que je remporte cette épreuve. Je vais te prendre le hammer sanglant! Oh, le chef relève la tête, il a pété un boulard, même les joueurs de foot ont arrêté de courir pour se mettre à chialer, on dirait carrément des âmes fontaines. Le hammer sanglant, c'est un sandwich de pain complet avec des cornes de piment soudées à l'arissa. Le truc purule de sauces multiples issues des gastronomies les plus vénères du monde. Le client bronche pas, il se remet une rasade d'harissa. Putain, mais il s'est fait dépigmenter la langue ou quoi? Je suis obligé de m'aligner. Dégainage de la salsa de l'inferno. Je te file carrément une douche de lave à mon pavé de l'enfer. Je te badigeonne le machin. Je t'avoine le bordel à coups d'épices assassines. Je te plante mes canines dedans. Ah, le truc est méga violent. Le sang me monte à la tête. J'ai l'impression que Méphistophélès me colle sa langue dans la bouche et qu'il la tourne 7 fois. Salut, c'est moi Arissette. Bienvenue dans la gorge infernale. Aujourd'hui, c'est la descente des organes. Wouh! Et toi, Organe, n'as-tu jamais souhaité vivre au grand jour? Alors rejoins-moi au rectobogan. Je suis en pleine combustion spontanée alors que le mec d'à côté est toujours impassible. Roger, il faut que t'arrêtes le ketchup là, c'est pas bon pour ton cholestérol. Allez, suivez-moi. Mais c'est un vrai labyrinthe cette merde, on continue. Et ça c'est quoi? C'est bientôt du caca. Je me fais auto-darter en interne. Le cuistot me balance du lait de chef pour noyer le piment et adoucir les morts. J'ai l'estomac tellement en vrac que la sauce samouraï se fait harisakiri. Ok, poussez pas les gars, tout le monde va sortir. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. En attendant, ça va recommencer. C'est juste pour vous expliquer qu'avec Dawaland, finalement, avec un crayon et une feuille, on peut faire pas mal de choses. Et c'était ce format-là qui nous intéressait. C'était à la fois de se dire, évidemment, c'est un programme court humoristique, mais il a trouvé une écriture quand même qui est originale, avec des moyens assez simples, finalement. Et ça fait écho aussi à ce qu'on avait imaginé précédemment, enfin ce que l'équipe de la blogothèque ici présente avait imaginé précédemment, qui est Ploop, qui est un format court humoristique uniquement basé sur des échanges de SMS, où on n'avait pas vu ça auparavant, mais cette bonne idée, on l'a trouvée intéressante puisqu'elle montre à la fois, évidemment, qu'on peut innover dans l'écriture sans forcément imaginer des dispositifs trop coûteux ou trop complexes, seulement de bons auteurs, de bonnes histoires, et ça fait une bonne série. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai une question, oui, c'est quel est le business model en fait, notamment sur les jeux vidéo? Est-ce que c'est vous qui éditez le jeu, cofinancez le jeu? Alors c'est une bonne question. Arte étant une chaîne publique, donc on est dans un système de préfinancement classique sur l'ensemble des projets. Sur le jeu vidéo, ce qui est un peu particulier, c'est que notamment les différents fonds d'aide au CNC, le fonds d'aide aux jeux vidéo, est un fonds d'aide à l'industrie et pas uniquement à la création. Donc dans ce cadre-là, ce fonds d'aide demande aux créateurs, aux studios, d'avoir un modèle économique autour de ce projet, contrairement aux projets plus documentaires ou fiction. Et dans ce cadre-là, nous rentrons, nous, dans le modèle économique classique du jeu vidéo, qui est un système payant. Nous finançons, évidemment, en tant que coproducteur du jeu vidéo, une partie de la production. Et ensuite, lorsque le jeu est lancé, il est édité ou distribué par un éditeur soit tiers, soit par nous. Et à ce moment-là, nous, on prend le rôle de l'éditeur dans ce cadre-là. C'est pas systématique, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Et puis, on n'a pas industrialisé cela, donc on n'a sorti que quelques jeux. Mais on est vraiment, voilà, si on édite, on prend le rôle de l'éditeur avec toute la partie distribution, marketing, mais évidemment la commission qui est liée à l'éditeur. Les jeux vidéo que l'on sort sont quasiment tous, avec un modèle payant, donc ils sont payants X euros sur telle ou telle plateforme. Il y a toujours en revanche, comme nous sommes un service public quand même, un des niveaux ou un des morceaux du jeu, si c'est pas sous forme de niveau, qui est accessible gratuitement. C'est bien plus qu'une démo de quelques minutes.
Sur Sens, par exemple, Sens VR, qui est un jeu vidéo pour casque de réalité virtuelle, il y avait 3 niveaux et un des 3 était accessible gratuitement. Donc c'est quasiment un tiers du projet, ce qui n'est pas juste la petite démo de 1 minute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici, là. Ouais, là-haut. Et puis après. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir à combien s'élevait l'enveloppe de fonctionnement de la partie web d'Arte sur un an, à peu près, et jusqu'à combien, en fait, finalement, c'est pas tant l'argent, le montant qui m'intéresse, mais plutôt combien de projets par an vous accompagnez, coproduisez. Alors, en fait, nous sommes concentrés à 100% sur le web, à Arte, enfin, dans mon équipe développement numérique, et après, il y a d'autres entités, comme l'unité Arts et Spectacle, qui gère des programmes de l'antenne, mais qui aussi pilote les programmes de VR autour des tableaux célèbres. Donc eux aussi ont un budget dédié à la VR, et d'autres entités, etc. Je pense que c'est plus le nombre de projets qu'on met en ligne, ça va être entre 15 et 20 par an, des gros projets. Et puis sur chacun des projets, l'enveloppe est assez variable. Notre apport va de 50 000 à 150 000 euros, ça va dépendre de la complexité des projets. Et tout ça pour dire que notre enveloppe ne couvre jamais 100% de la production. On couvre à peu près 30 à 40% de la production, un peu plus sur les magazines qui ne bénéficient pas des mêmes aides ou des mêmes types de financement. Mais voilà, vous avez un petit peu un ordre de grandeur de ce que l'on peut faire. Est-ce que vous émettez un cahier des charges sur les durées, sur les, je sais pas, le montage, quel est le cahier des charges un petit peu avant? Je parle de la forme des programmes. Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que notre vie serait plus simple si on pouvait le faire. La difficulté, c'est que on se rend compte que les formats évoluent régulièrement. Typiquement, il y a 2 ans, on ne voulait pas dépasser 1 minute 30 sur Facebook. Aujourd'hui, c'est plus la réalité. Au contraire, sur le Facebook Live, si on fait moins de 30 minutes, c'est pénalisant parce que ça n'a pas le temps de viraliser. Donc il y a plein de choses qui varient. Sur les programmes de vidéo, comme on a vu sur Dawaland, on sait qu'on sera toujours sur des formats qui durent 2 minutes 30, 3 minutes grand maximum, sinon l'énergie n'est pas là. En revanche, sur des programmes comme Loulou, les épisodes durent 5 minutes. Donc encore une fois, voilà, on n'est pas du tout dans une logique de 10 fois 10 minutes comme certains, parce que c'est pas notre modèle et parce qu'on est là pour essayer des formats originaux différents. Et quand on réfléchit à la réalité virtuelle, c'est compliqué de se dire combien de minutes on va faire. Des projets comme Not in Blindness, dont je n'ai pas parlé là, sont des projets qui durent à peu près 20-30 minutes. D'autres qui sont interactifs durent 10 minutes si on va très vite et durent 2 heures si on se perd. Donc c'est assez compliqué. Sur les réseaux sociaux, en revanche, il y a quelques formats il y a quelques codes qui sont assez faciles à comprendre, qui sont le fait de comprendre la vidéo sans écouter le son. 80% des vidéos sont vues sans le son sur Facebook. D'avoir un début très fort, parce que l'enjeu sur Facebook, c'est d'arrêter le scroll de la personne sur son mur d'actualité. En gros, c'est de lui dire hop, là il y a quelque chose qui se passe, il faut arrêter de scroller. Donc évidemment, le début est très fort, mais ça, c'est un peu des banalités que vous connaissez très bien, je pense. Après, ce qui est intéressant pour nous, c'est toujours trouver l'adéquation entre le fond et la forme. On a des projets qui nous arrivent très régulièrement en ce moment, puisqu'on commence à être un peu connu sur la réalité virtuelle. On a beaucoup de projets en réalité virtuelle qui arrivent. Et on se dit, quand on les étudie, que le projet est très intéressant, mais il ne nécessite pas forcément de la réalité virtuelle. Parce que l'écriture ne le nécessite pas, le point de vue de l'auteur ne nécessite pas absolument cela. Et parce que faire de la réalité virtuelle aussi, c'est aller à la fois dans des coûts très élevés et aller dans des publics très rares. Parce que personne n'est équipé et c'est très compliqué de faire connaître ces projets-là. Donc il faut trouver toujours la bonne adéquation entre le sujet, l'envie d'innovation et aussi la façon dont on va arriver à atteindre certains publics ou en tout cas faire connaître le programme. Dernière question si vous voulez. Ah non, c'est bon. Bon, merci beaucoup. Bonne journée.